bienvenue sur Europe 1 et bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Sonia Mabrouk. Où va votre argent? C'est le titre de votre nouveau livre aux éditions de l'Observatoire. Et c'est une question légitime, surtout lorsque les dépenses ne cessent d'augmenter et que nos services publics, en grande partie, se dégradent. Avant d'entrer dans les détails, peut-être Agnès Verdier-Molinier, comment vous qualifiez vous-même cette situation? Est-ce que vous parlez de scandale? Oui, absolument, c'est un scandale français. C'est-à-dire qu'à la fois, nos dépenses publiques explosent à la hausse et dans le même temps, on a un délitement incroyable de nos services publics. Quelque chose qu'on n'avait jamais mesuré avant, qui est en train de se passer à bas bruit et qui finalement va finir par remonter à la surface, mais peut-être qu'il sera trop tard. C'est pour ça que je sors ce livre. Où va notre argent? Pour dire, attention, l'argent public, c'est notre argent. C'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent des Français. L'argent de la Sécu, c'est pareil, c'est notre argent. L'argent des collectivités locales, idem. Et à un moment, on a le droit de savoir comment est utilisé cet argent. Et c'est même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que je cite en 4e de couverture. Donc, tout un chacun doit savoir comment utiliser chaque euro d'argent public. C'est un droit de le savoir, peut-être même un devoir. On va entrer dans les détails. Hôpital, école, transport public. Vous décrivez avec force, justement, de détails et d'exemples, une lente mais inéluctable dégradation. C'est quand même un tableau assez effrayant que vous dressez. Que répondez-vous, Agnès Verdier-Molinier, à l'argument de l'exagération? Vous savez, encore du déclinisme, de tout voir si noir, si sombre. Justement, je dis dès l'introduction, attention, dès qu'on s'attaque à ces sujets, on se fait traiter de déclinologue, de collapsologue, finalement, de décliniste. Et en réalité, c'est pas du tout ça. En réalité, ce livre, c'est un appel au sursaut, un appel à se rendre compte qu'on est en train de perdre finalement des places dans le concert des nations, que non seulement on est déclassé au niveau économique, mais qu'aussi on n'en a pas pour notre argent finalement, et qu'avec le même argent, voire beaucoup moins d'argent, on pourrait finalement être moins taxé et avoir une meilleure qualité de service public. Donc il n'y a aucune fatalité pour la France. Et d'ailleurs, je propose dans mon livre, à la fin du livre, 20 principes Oui. qui fonctionnent ailleurs en Europe ou ailleurs dans C'est d'autres important, grandes on va en démocraties. parler parce qu'il y a des Voilà. pistes et peut-être des solutions, mais ça veut dire que là, c'est un constat, c'est une lucidité de votre part. Vous nous dites, voilà, ce qui ne va pas, moi je suis lucide. Je dis attention, il y a peut-être des choses qui vont encore bien. Par exemple, les services des impôts fonctionnent, ils arrivent encore énormément à prélever l'argent des Français. Ça fonctionne, il y a des choses qui fonctionnent. Donc on arrive à faire fonctionner des services publics. Mais en regard de cela, on a un énorme problème, par exemple sur les passeports, les cartes d'identité. 3 mois en moyenne pour obtenir un passeport ou une carte d'identité, mais même Je certains. pense que ça parle à certains de nos auditeurs, hein. Mais oui, Mm. certains territoires, Mm. des témoignages que je viens de recevoir à la Fondation IFRAP et on me dit, j'ai pris un rendez-vous en février et j'aurai un rendez-vous en juillet. Mais Dans de le quoi c'est le symptôme? Qu'est-ce que cela décrit? De quoi c'est le révélateur selon vous tout cela? En fait, il y avait déjà le ferment d'un problème dans la gestion, de nos politiques publiques avant, le Covid-19. Mais maintenant, il y a eu une accélération, de tous ces dysfonctionnements. C'est-à-dire que, ce qui avant, était, peu apparent, donc on continuait à avoir finalement, son passeport, ses papiers, on continuait à avoir, une école qui fonctionnait à peu près, des hôpitaux qui fonctionnaient à peu près, et cetera, et cetera. Et on nous disait même, hein, on s'en souvient dans les années 80-90, oui, c'est vrai, on est très ponctionné, on paye beaucoup d'impôts, mais en face, on a des services publics extraordinaires. Et en réalité, ça, c'est plus du tout vrai. Mais c'est tellement peu vrai qu'on planque aussi la poussière sous le tapis. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'éducation, ça va très mal dans l'éducation nationale, mais au lieu de dire il faudrait tout changer, on dit bah, c'est la faute du privé, de l'enseignement privé, qui a finalement pas accepté plus de mixité. Alors que même les ministres, les députés mettent tous leurs enfants dans l'enseignement privé et ils veulent cacher le délitement du public, alors que les résultats sont absolument catastrophiques en lecture, en mathématiques, et bien, bien pire que dans l'enseignement privé, qui dépense moins d'argent. Donc c'est pas une question d'argent, c'est une question de gestion. Alors venons-en, vous avez planté le décor, Agnès Verdier-Molinier, avec un constat, et on ne peut pas échapper à ce constat, il est quand même largement partagé. Nous sommes le pays dans la zone euro le plus dépensier, je crois, à Oui, l'heure le plus actuelle, dépensé. mais avec des services publics qui se dégradent le plus, s'effondrent même, vous diriez. Comment on peut expliquer cette distorsion, ce paradoxe aujourd'hui? Personne ne nous protège, ni de la folie fiscale, ni de la folie dépensière. Folie, hein, c'est le mot que Mais vous à employez. aucun moment, on a de garde-fou pour dire bah non, mais là, c'est trop d'impôts pour les Français. Là, c'est trop de dépenses par rapport à la qualité.
Qui nous dit ça? Qui nous protège de ça? Finalement, par exemple, les collectivités locales, elles ont un conseil des finances locales qui leur permet de regarder s'il n'y a pas trop de fiscalité, de baisse de la fiscalité pour les collectivités, ou s'il n'y a pas, ou ils ont une instance aussi, Mhm. la commission sur les normes, qui regarde s'il n'y a pas trop de normes pour les collectivités locales. Mais pour les citoyens, pour les entreprises de France, ben, il n'y a rien. Il y a rien qui regarde si le niveau de fiscalité est pas aberrant ou si, finalement, il y a pas trop de normes ou si, finalement, il y a pas trop de dépenses. Mais pourtant, chaque année, il y a des rapports, il y a la Cour des comptes, il y a tous ces rapports chaque année, ils ne servent à rien, ils finissent toujours dans le même tiroir. Mais la Cour des comptes, ils font des très bons rapports, je le dis dans un de mes chapitres. Mais est-ce qu'ils disent où il faut économiser? Est-ce qu'ils regardent la qualité entre enseignement public et privé, entre les cliniques et les hôpitaux publics? Est-ce qu'ils font des classements des hôpitaux, comme il y a dans d'autres pays, en Suisse ou ailleurs, par exemple? Non, pas du tout. À aucun moment la puissance publique ne fait ses propres classements, n'informe les citoyens. Il y avait un classement qui a été publié dans Le Point. Mhm. Hein. Il y avait Mhm. ces statistiques Mhm. qu'on appelle le PMSI, en fait, les statistiques hospitalières du privé et du public qui pouvaient être finalement demandées par des chercheurs, par des journalistes. Ça a été refusé. Pourquoi? Bah, parce que on dit qu'il ne faut pas pouvoir classer, que finalement certains assurés dans des complémentaires de réseaux de soins pourraient finalement se servir de cette information Mais pour qu'est-ce qu'on ne veut pas choisir. montrer au fond? Ah bah voilà, on ne peut pas montrer qu'il y a des différences de qualité. On ne peut pas montrer que ce mirage d'équité, d'égalité, qui est évidemment l'excuse de ce trop-plein de prélèvements obligatoires, n'existe plus. Et Mais donc, à ce niveau, Agnès Verdier-Molinier, ce n'est même plus du gaspillage. Là, c'est des fautes graves, en oui, réalité, parce que de l'argent on gaspillé à ne ce veut pas point. montrer la situation aux Français. Regardez les classements des collèges. Mhm. On nous dit: «Ah là là, on fait des classements avec on regarde la valeur ajoutée pour les élèves, on Oui. change les notes et cetera». Mais nous, on vient de sortir une note à la fondation. Sur les 100 premiers collèges en termes de résultats au brevet, il y en a que 9 qui sont publics. Donc il faut peut-être à un moment regarder les choses en face. C'est pas ce que dit le gouvernement. Alors, par exemple, sur le domaine qui est le domaine de l'économie et des finances, avant-hier, à ce micro, à votre place, Bruno Le Maire, il vante ce qui est fait dans un contexte difficile, une réindustrialisation, des services qui se portent mieux, des économies qui vont être trouvées, une volonté, un volontarisme. Il Oui, mais cache, peut-être que qu'il n'a cache-t-il? pas, cette expérience de chaque citoyen, que lui, il n'a pas besoin de faire la queue pour avoir un passeport, que lui, quand il veut une place en crèche, il se retrouve pas face à d'autres familles, avec des personnes qui travaillent pas dans les familles, dans les parents, et finalement des enfants qui ont des places en crèche, alors que certaines mères de famille qui travaillent ne peuvent pas avoir de place. Et alors qu'il y a des 10 000 places en crèche qui ont été payées par l'argent des Français, mais où il y a personne pour accueillir les enfants parce qu'il n'y a pas de personnel qui ont été formés alors qu'on savait qu'on avait des besoins. C'est pour ça que le mot scandale est approprié. Mais pourquoi personne, enfin pourquoi, personne ne tire la sonnette d'alarme, personne ne fixe des limites. Il y a vous et d'autres, hein, vous écrivez, vous travaillez dans des structures, des associations comme l'IFRAP, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre organisation totalement indépendante capable de dire, là, c'est plus possible? Bah, on devrait avoir le Parlement. Il est là pour représenter les citoyens, représentants de la nation. Mm. Et dans l'article 24 de la Constitution, le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'exécutif et d'évaluer l'utilisation des deniers publics. Mais justement, le Parlement, parce qu'on dit souvent il y a la Cour des comptes, mais la Cour des comptes ne fait pas ce travail-là. Elle ne dit pas où économiser, elle ne regarde pas l'efficience, l'efficacité de la dépense. Le Parlement ne le fait pas non plus. Ou- Donc l'administration, finalement, est en roue libre. Elle fait ce qu'elle veut. On ne sait pas la qualité dans chaque département, dans chaque service. On ne connaît pas la qualité du service. On ne l'évalue pas. On ne veut même pas le savoir. Nous, on travaille depuis des années sur les bilans sociaux. Maintenant, on les appelle ça les rapports sociaux uniques, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé sur la gestion des personnels dans une entité publique tous les ans. On travaille sur les régions, les grandes villes et les départements. On a de plus en plus de mal à obtenir ces informations. Sur les opérateurs de l'État, toutes ces agences de l'État, et notamment l'INSP, la nouvelle ENA, on a Mhm. demandé les comptes en décembre. On n'a toujours pas les comptes. Toujours rien. Non. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle Ah justification ben, on on ne dit apporte rien. à rien? Rien. Et on est Mhm. obligé de saisir la commission d'accès aux documents Mais administratifs. imaginons que le Parlement fasse vraiment véritablement ce travail. Il y a aussi des sujets tabous, parce que politiques, parce qu'il y a de l'idéologie. Par exemple, je pense au sujet toujours sensible et tabou de la fraude sociale. Ah, il explique en grande partie peut-être cette inflation des dépenses. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre. Oui, j'en parle. Mais par exemple, Sonia, un sujet important. 40% de ceux qui sont au RSA sont inscrits à Pôle emploi uniquement.
60% d'entre eux ne sont même pas inscrits à Pôle emploi. Ils ne sont même pas en train de chercher un travail aujourd'hui. Il y a même des jeunes aujourd'hui qui disent: «Mais non, mais moi je ne travaillerai pas, je vais directement au minima, ça me suffit pour vivre». À combien vous estimez la fraude sociale, Agnès Bah, Verdier-Molinier? 20 20 milliards d'euros milliards? par an, 20 Mhm. milliards minimum. Mais la réalité, c'est que c'est tout un délitement aussi de la valeur du travail. On ne peut pas financer un État comme la France, une sécurité sociale, des collectivités locales, si on n'a pas des personnes au travail dans notre pays. Donc là, il y a un problème dans ce qui est proposé aux Français. Les minima sociaux, c'est pas l'assurance d'être payé toute sa vie sans travailler. C'est une aide à un moment, à un instant T, où vous n'êtes pas en possibilité de retrouver un emploi déclaré. Mais le jour où vous le pouvez, vous êtes normalement, vous avez le devoir de le prendre, cet emploi. Sauf que ça se lit pas du tout comme Le ça aujourd'hui. devoir, hein, vous dites, Mais hein. bien Mhm, sûr, parce que mhm. c'est un devoir envers la société. La société vous finance avec un minima social qui est payé par quoi? Par les impôts de vos concitoyens qui travaillent. Si vous êtes dans la logique d'être en fait un passager clandestin du système et que vous, à côté, vous travaillez de manière non déclarée, finalement, vous avez le meilleur des deux mondes et vous ne payez pas d'impôts. Donc, vous faites de l'optimisation fiscale et sociale en bas de l'échelle. Mais en fait, en réalité, partout, cette Mais optimisation se fait parce Mais que si vous le dénoncez, eh bien, il y a tout le procès parfois en extrême droitisation, en toujours stigmatisant les mêmes, etc. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? je pense qu'aujourd'hui, on peut dire beaucoup plus de choses Hmm. et qu'il y a une prise de conscience. Parce que quand vous avez presque 2 millions de personnes qui sont au RSA, mais aussi 1,4 million de personnes qui sont à l'allocation adultes handicapés, et que finalement, on se rend compte qu'en additionnant toutes les aides, on peut arriver avec un certain nombre d'enfants par famille à des niveaux qui sont très largement au-dessus du SMIC mensuel, eh bien évidemment, c'est de la désincitation à un moment à un retour au travail. Mais à vous entendre, Agnès Verdier-Molinier, après avoir bien lu en détail votre livre Où va notre argent, on se dit, mais à vous entendre, il faudrait, je ne sais pas, faire 10 fois la réforme des retraites qui est faite aujourd'hui. Rien n'est suffisant. Mais la réforme des retraites, c'est rien du tout par rapport à ce qui est devant nous. Vous avez vu ce que ça a provoqué dans le pays? Oui, mais la réalité, c'est qu'à un moment, il faut expliquer aux Français que cet argent, c'est notre argent. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre comme ça. Si on n'explique pas que tout ce qui est dépensé, tout ce qui a été dépensé pendant le quoi qu'il en coûte et qui a été trop dépensé, ça c'est sûr, et qui nous a emmenés encore plus dans le mur, avec un coût annuel de la dette qui arrive en ce moment autour des 60-70 milliards d'euros par an. On va avoir le coût de la dette qui va être le premier poste budgétaire de l'État. Ça va être un moment de bascule incroyable. C'est-à-dire que premier poste Mais pour que ça se budgétaire, matérialise pour nous, là, pour les auditeurs qui écoutent, en quoi ça va être un moment de bascule? Qu'est-ce qui va changer, ce j'allais qui dire, va dans nos changer, vies? c'est que à partir du moment où on n'est pas capable de montrer qu'on peut faire des économies, qu'on peut faire des efforts, et c'est ça d'ailleurs qu'est en train de préparer Bercy. Ils l'ont clairement dit ces derniers jours. Ils préparent un plan d'économie parce qu'ils n'ont plus le choix. Donc la réforme des retraites, c'est le début du retournement de la situation sur la question de l'argent magique. Et c'est le début de la prise de conscience. Et c'est pour ça qu'en réalité, c'est un moment très important pour la France. Parce que c'est le moment où on doit faire les bons choix. Les bons choix, c'est regarder comment utiliser chaque euro d'argent public. Et c'est possible, parce que la Banque de France l'a fait, par exemple. Ces dernières années, elle a baissé en euros courants 18% de son budget. Mais vous dites c'est possible, vous esquissez des solutions, des pistes, donc c'est pas du tout d'ailleurs un livre décliniste, mais on a envie aussi de savoir, est-ce que vous croyez vraiment que ça peut changer? Bien sûr, parce que justement, l'argent maintenant coûte. Et parce que comme ce n'est plus gratuit, eh bien, il va y avoir cette prise de conscience qui va se révéler dans l'ensemble du pays. Et pour Et conclure, sinon, qu'est-ce qui peut se passer, Agnès Verdier-Molinier? sinon, le risque, c'est encore plus de déclin pour la France et la difficulté qui sera la suivante, qu'on perdra encore des places, hein. On n'est plus que 25e en richesse par habitant. Aucun d'entre nous n'a envie qu'on continue à faire la dégringolade. Si on veut remonter, eh bien, c'est justement la question de regarder chaque euro d'argent public, savoir où va notre argent, l'utiliser le mieux possible pour avoir la meilleure qualité de service public possible, et en face, pouvoir baisser la pression fiscale pour pouvoir retrouver de la compétitivité dans nos entreprises, mais aussi du pouvoir d'achat pour nos ménages. Parce que celui qui prend le plus de pouvoir d'achat, ceux qui prennent le plus de pouvoir d'achat, c'est l'État et la Sécu. Parce que quand le patron paye 100 en France, dans la poche du salarié à la fin du mois, il n'y a que 47 euros.
Voilà pourquoi ce sujet nous concerne tous. Il y a beaucoup de solutions également dans votre livre. Où va notre argent? Des dépenses qui explosent, des services publics qui se dégradent, le scandale français. Agnès Verdier-Molinier aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup et bonne journée Merci à à vous, vous. Agnès Verdier-Molinier.